À la suite de notre édition spéciale, bienvenue, merci à vous d'être avec nous toujours et merci à ceux qui nous rejoignent, y compris sur YouTube, notre chaîne en direct YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder via ce média et on vous remercie chaleureusement. On va voir, avant de refaire le point sur le terrain avec nos envoyés spéciaux, eh bien on va s'intéresser également à l'autre face de cette guerre qui se déroule sur le terrain, cette fois-ci du cyber. Et oui, activité incessante dans ce domaine, notamment de la part d'un groupe de hackers qui pourrait entretenir des liens avec Israël, un groupe soupçonné de mener en ce moment des cyberattaques visant entre autres le système bancaire et financier de la République islamique d'Iran. Reportage Jonathan Ravé avec Déborah Benayoun. Guichet automatique hors service, station-service inutilisable et millions de dollars disparus. Voilà ce à quoi ressemble la cyberattaque contre l'Iran. Récemment, une déclaration du groupe Le Moineau Prédateur a été publiée. Selon des sources étrangères et des publications qui n'ont jamais été vérifiées, ce groupe aurait des liens d'une manière ou d'une autre avec Israël. Le groupe affirme avoir visé la banque et nous avons effectivement constaté que la banque n'était pas disponible. L'attaque a été menée contre la base de données centrale de la banque. Ils ont effacé ces bases de données. Une fois celle-ci effacée, aucune opération ne peut être effectuée. Les guichets automatiques sont hors service, les virements impossibles, les cartes non reconnues, etc. C'est un très grand chaos. Alors que le front est à des milliers de kilomètres du pays, le champ de bataille moderne version 2025 exige des solutions créatives, y compris dans le domaine de la cybernétique. La scène cyber est un domaine dans lequel Israël a choisi d'investir massivement et nos capacités en la matière sont très importantes. Selon les publications étrangères, les attaques attribuées à Israël visent surtout la collecte de renseignements, la perturbation des processus et de la prise de décision au sein des pays et peut-être aussi des attaques d'influence. Nous assistons à des attaques contre de très nombreuses entités. L'objectif est de présenter au peuple iranien une situation où le régime ne peut plus le protéger et a simplement perdu le contrôle. Il est possible que ce qui s'est produit ne montre qu'une partie des capacités cyberoffensives israéliennes qui ont également participé à l'effort de guerre pour vaincre le nucléaire iranien. Nous découvrons que tout ce que nous faisons ressemble à de la science-fiction. Il y a eu les beepers et d'autres opérations dont on parle maintenant. Je ne connais pas le niveau des capacités, il est probablement infini. Les cyberattaques peuvent aussi causer des dommages dans le monde physique. Nous l'avons souvent vu par le passé. Lorsqu'un pays comme Israël veut attaquer l'Iran, il peut faire plusieurs choses. La première, et généralement la plus courante, est la collecte de renseignements. La seconde est d'influencer le fonctionnement des systèmes. L'attaque la plus connue au monde est peut-être celle contre les installations d'enrichissement d'uranium en Iran, le Stuxnet, le ver iranien comme on l'appelle. D'autres attaques peuvent être des attaques d'influence sur la conscience, des intimidations, des fuites d'informations, dans le but d'influencer les processus de prise de décision au sein des pays. Et si Israël mène des cyberattaques, son adversaire ne se prive pas non plus. Les citoyens israéliens sont actuellement ciblés, c'est-à-dire que des hackers iraniens agissent pour attaquer des cibles en Israël et des citoyens israéliens. Il ne fait aucun doute que dans la période actuelle, nous devons être plus prudents. Et sur ce champ de bataille silencieux, il y a un impact profond sur les infrastructures et le moral. Lorsque les guichets automatiques sont hors service et que l'argent du régime qui servait il n'y a pas si longtemps au terrorisme disparaît en un clic, le message est clair, même sur le champ de bataille numérique, Israël a la capacité et aussi la détermination de frapper exactement là où ça fait mal. En ligne avec nous, le docteur Éric Setton. Merci à vous. Vous êtes colonel de réserve au sein de l'unité de secours de Tsahal 669. Alors une guerre, on vient de le voir, à plusieurs niveaux. En matière de cyber, Israël, on peut le dire, dispose encore d'une certaine avance sur l'Iran qui investit beaucoup aussi, comme on le sait, dans ce domaine. Bonsoir David. Effectivement, l'espace cyber, ça fait plus de 20 ans qu'il est devenu en fait un autre domaine, un autre espace de la guerre militaire. Et c'est là où Israël effectivement a engagé de nombreux efforts pour développer ses capacités. Ce qu'on a vu sur le reportage, en fait, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau de l'armée, des services de renseignement israéliens qui travaillent pour effectuer des attaques très pointues à des endroits très spéciaux. Puis il y a les groupes officieux ou semi-officieux comme Sparrow, le Predatory Sparrow, qui attaquent des structures plus molles, ce qu'on appelle des structures plus civiles, comme les banques, comme les bitcoins, les crypto-monnaies, ou également il y a de l'argent du régime qui a disparu.
Ce sont des structures plus informelles et qui s'attaquent, où on a vu également avec les stations d'essence, avec les distributeurs de billets. C'est des attaques plus générales pour donner un contexte de faire régner une atmosphère d'insécurité sur l'ennemi. Et comme l'a dit également très justement votre reporter, l'Iran n'est pas également en retard sur ça. Ils ont des équipes très, très, très performantes. Et donc, il faut également les arrêter et savoir comment contrer leurs mesures. C'est également une partie du travail des unités cyber d'Israël. Bataille cyber, donc c'est l'autre phase de cette guerre Israël-Iran. Docteur, c'est ton autre élément aussi qui nous intéresse, c'est la logistique, on en parle beaucoup. Israël, de ce point de vue-là, est suffisamment préparé à ce niveau dans le cas où la guerre pourrait se prolonger. On a beaucoup parlé des réserves en missiles Arrow 3, les missiles intercepteurs des missiles balistiques iraniens. Alors, on a des réserves, mais il faut bien comprendre que le principal accès et le principal moyen de fournisseur d'approvisionnement, c'est l'aéroport. Et lorsqu'il est menacé, on a de graves problèmes pour amener rapidement non seulement des munitions, mais également du matériel, que ce soit en médecine, nous avons également des besoins continuels. Et on va, si ça se prolonge, sinon on ne crée pas des moyens d'approvisionnement, que ce soit par bateau ou par avion, ça risque d'être un moment critique dans les semaines qui suivent. Mais je pense qu'on a quand même le temps encore de voir venir pour les prochains jours. Ouais, on peut dire que c'est une guerre qui a été longuement préparée par Israël quand même de ce point de vue-là. Plus de 20 ans. Ouais, effectivement, ça en dit long. Plus de 20 ans et vraiment à des niveaux de précision extrêmement développés, que ce soit au niveau cybernétique, que ce soit au niveau renseignement, que ce soit au niveau opérationnel, entraînement. Plus de 20 ans qu'Israël se prépare à ce moment-là. Voilà, effectivement, 20 ans de préparation pour des résultats qui impressionnent, qui impressionneront sans doute sur la durée. Merci beaucoup à vous, docteur Éric Setton, d'avoir été avec nous en direct. Information importante, Dror Even Sapir, je me tourne vers vous pour ajouter un petit peu plus encore, si besoin était, au mystère sur le rôle des États-Unis dans cette guerre. Steve Witkoff, donc l'un des plus proches conseillers de Donald Trump, affirme qu'il y a des contacts directs avec l'Iran, avec le ministre des Affaires étrangères en l'occurrence, depuis le début de la guerre entre Israël et l'Iran. Oui, plusieurs conversations téléphoniques entre les deux hommes, entre Steve Witkoff, donc l'émissaire de Donald Trump pour à peu près tous les théâtres de conflit de la planète, et le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Les deux hommes se seraient entretenus au téléphone au moins 3 fois. Sans doute davantage depuis le début de la guerre, il y a presque une semaine maintenant, de manière, et c'est tout à fait en cohérence avec ce que l'on disait tout à l'heure sur Trump et sur le fait qu'il privilégie plutôt la voie diplomatique que les conflits armés. Donc ces conversations téléphoniques avaient comme but de vérifier s'il y avait, ou de maintenir la possibilité d'une solution diplomatique et d'un retour aux négociations. Il n'est pas complètement exclu qu'on se dirige vers cette option. Tout va dépendre des décisions qui seront prises par Donald Trump. Je le répète, il semblerait qu'il ait plutôt été convaincu par Benjamin Netanyahou. En tout cas, ça ressemblerait à un scénario presque cauchemar pour Israël de s'en arrêter là, c'est-à-dire qu'on a fait une grande partie du chemin, il reste encore fort d'eau, il reste encore certains sites et les 400 kilos, comme on a dit tout à l'heure, d'uranium enrichi qui sont cachés quelque part. Du point de vue des dirigeants israéliens, ce serait extrêmement frustrant, même si l'Iran d'aujourd'hui n'est pas l'Iran d'il y a une semaine. En tout cas, le régime des mollahs d'aujourd'hui n'est pas le régime des mollahs d'il y a une semaine. Il a perdu un nombre considérable de ses capacités offensives. La plupart, pas toutes, de ses centrales nucléaires ont été sérieusement endommagées. Son appareil répressif, son état-major, l'état-major de son armée, des gardiens de la Révolution, ont été presque entièrement décapités, l'armée de l'air également. Donc c'est plus le même régime, il est très affaibli. Donc s'il y a des négociations, on peut imaginer, c'est ce que Trump aurait voulu, que l'accord qui soit issu de ces négociations soit un accord qui correspond bien davantage aux intérêts d'Israël, des États-Unis, du monde libre en général, que l'accord qui était prévu avant cette guerre. Mais oui, vous avez raison, pour Israël, si on s'arrête à ce stade-là, le travail n'aura pas été accompli et tous les efforts entrepris n'auraient pas été vains, mais presque, tant que le gros morceau
savoir la centrale nucléaire de Fordo, n'est pas détruite. Et pour cela, il faut que, encore une fois, les États-Unis interviennent directement. Ou l'opération Commando, c'est vertible. En tout cas, des nombreux scénarios, on ne va pas tous les citer ici. Allez, c'est Maître Arnaud Klarsfeld qui vient de nous rejoindre en direct. Bienvenue et merci à vous. Vous êtes avocat, on le rappelle, membre de l'association des fils et filles des déportés juifs de France. Pour revenir au point de départ, quelque part, de ce qu'on est en train de vivre. Israël se bat contre une puissance qui déclare depuis des décennies vouloir l'anéantir. Vous dites qu'Israël est en train de prévenir une nouvelle Shoah en ce moment? Ah oui, c'est évident. Et tous les Israéliens, en tous les cas les Juifs israéliens, j'ai vu un sondage où 82% des Juifs en Israël étaient favorables à l'opération et 65% des Arabes israéliens y étaient opposés. Les Juifs israéliens comprennent très bien que les menaces doivent être prises au sérieux, qu'un régime qui pendant 40 ans a dirigé toutes ses ressources financières qui étaient considérables, c'est-à-dire des milliers de milliards de dollars issus des hydrocarbures, vers la volonté de construire des bombes atomiques, de les dissimuler sous 80 mètres de montagne. Bon, comme dit Trump, avec beaucoup de sens commun qui le caractérise, they have bad intentions. C'est l'évidence. Et c'est l'évidence aussi, ils l'ont dit eux-mêmes, que s'ils avaient une bombe atomique, ils l'enverraient sur Israël. Une bombe atomique sur Israël, c'est la fin. Et que tandis que 3 ou 4 bombes atomiques sur l'Iran, qui est 80 fois plus vaste qu'Israël, ça restera une péripétie, puisqu'ils sont volontaires pour sacrifier des générations et des générations dans leur idéologie destructrice du peuple juif. Ils ne veulent pas avoir de peuple juif indépendant en Israël. Alors c'est vrai qu'en Israël, on comprend parfaitement cela. C'est tout à fait clair depuis très longtemps d'ailleurs. Le Premier ministre le répète depuis longtemps. Le problème, c'est que c'est pas le cas en dehors du pays. Comment vous expliquez qu'il n'y a pas cette prise de conscience dans une grande partie quand même des opinions en Occident? Il y a cette prise de conscience aux États-Unis. Il n'y a pas cette prise de conscience en Europe. Parce que d'une part, il y a une forte population musulmane dont les dirigeants doivent tenir compte, et aussi parce que il y a une forme de jalousie de voir un petit État de 9 millions d'habitants qui fait la taille de la région de l'Île-de-France tenir tête à la Syrie, au Hezbollah, au Hamas, au Yémen, à l'Iran, à l'Irak, avant à l'Égypte, etc. Oui, il y a une forme de jalousie. On n'a pas tellement changé depuis l'homme préhistorique. Le peuple juif était dans les ghettos il y a 2 siècles. Il est sorti dans les ghettos, il a acquis en raison de la soif d'études qu'ils avaient tout de suite, ou presque tout de suite, quand ils sont sortis des ghettos, ils étaient relégués. Ils ont acquis une situation financière souvent enviable. Les grands dirigeants, les Rothschild, ceux qui ont construit les chemins de fer en Europe étaient juifs. Et donc, ça a créé de la jalousie. C'est humain, mais ça a entraîné aussi cette jalousie, ça a entraîné aussi la Shoah. Et là, Israël prend la place du juif, et surtout la gauche et l'extrême gauche, et même le centre, on le voit avec le président Macron, eh bien, en viennent presque à vouloir protéger les mollahs plutôt que de soutenir un régime israélien qui est le régime qui est le plus proche d'eux, qui partage les mêmes valeurs. C'est la nature humaine. La nature humaine est comme ça, elle est faite de passion, c'est malheureux, mais heureusement il y a le peuple juif, le peuple israélien est soudé, je crois, et il faut qu'il reste soudé, parce que quand il n'a pas été soudé au 1er siècle après Jésus-Christ, ça s'est mal terminé. Donc c'est vraiment important de rester soudé malgré parfois des différences politiques, et de mener à terme cette opération qui est indispensable pour la survie d'Israël. Voilà, Israël de Juif des Nations. Rien de nouveau sous le soleil. On vous écoute très rapidement, Maître Klarsfeld, parce que malheureusement la connexion n'est pas très bonne, mais on est dans les parallèles historiques avec vous. Qu'est-ce que vous dites de l'attitude de la France, d'autres pays européens qui réclament un cessez-le-feu quand même, d'ores et déjà? On n'a toujours pas tiré les leçons du passé, il n'y a pas de compromis avec les entités génocidaires. Un mot rapide. C'est totalement ridicule de demander un cessez-le-feu, et c'est pour ça que le président Trump s'est énervé contre Emmanuel Macron. Le président Trump, comme Netanyahou, veulent se débarrasser de la menace iranienne.
Et Emmanuel Macron, comme un cheveu sur la soupe, arrive et dit cessez le feu. Mais si elle cesse le feu, la situation n'est pas réglée. Voilà, effectivement, ça peut être rebelote dans quelques temps. Merci beaucoup à vous, maître Arnaud Klarsfeld, d'avoir répondu en direct à nos questions. Alors, on retrouvera dans un instant nos envoyés spéciaux à Ramat Gan. Il est là ? Allez, on va refaire justement un petit passage par cette scène difficile. Ramat Gan, c'est à l'est de Tel Aviv. Loïc Sécher-Chokroun est sur place. Loïc, rebonjour. Le choc, cet impact direct qui a endommagé pas mal d'immeubles, d'habitations, des modernes aussi, pas seulement les anciens bâtiments. Le sentiment autour de vous, on a encore une fois évité le pire en termes de bilan humain. Effectivement, hormis les deux personnes qui se trouvent toujours dans un état critique, du moins qui ont été transportées ce matin à l'hôpital dans un état critique, ici on a une nouvelle fois échappé au pire. Ici nous nous trouvons en plein cœur d'un quartier et résidentiel. Il y a des immeubles de bureaux également. Tout est nouveau ici. Cela n'empêche pas que ces nouveaux immeubles ont été fortement impactés. Il y a une maison également, une ancienne maison d'habitation qui date d'il y a plusieurs dizaines d'années, qui elle n'a pas tenu le choc également. Et puis vous l'avez dit également, c'est le choc ici. Certains des habitants avec qui j'ai parlé étaient en colère contre Bezalel Smotrich, le ministre des Finances. Pourquoi lui? Puisque c'est lui qui hier soir a ouvert l'économie. Donc les Israéliens auraient pu travailler ce matin. C'est d'ailleurs à 7 heures qu'ils se sont réveillés. Certes, pour certains d'entre eux, ils sont allés travailler. C'est à cette heure-là également que l'alerte à la roquette a sonné. Certains donc en veulent donc à ce ministre, pas tous évidemment. Quant à un autre ministre également qui a pris la parole concernant cet impact ici à Ramat Gan, c'était Yoav Kish sur le réseau X. Yoav Kish, il a publié une photo, celle d'un jardin d'enfants, qui a été touché également ici, non loin de l'impact du missile balistique iranien. Imaginez les dégâts qu'aurait pu causer ce missile, cette frappe iranienne, si les enfants étaient dans ce jardin d'enfants justement. Là aussi, le ministre a ajouté que les écoliers, les étudiants, retourneraient en classe, en cours, uniquement en présentiel, si la situation le permettra, David. Des images qui font mal, en tout cas difficile, et on le comprend bien, de mettre à jour l'activité économique à l'orée de cette guerre qui se déroule et de cette pluie de missiles iraniens. Merci beaucoup, Loïc Sécher-Chokroun, depuis Ramat Gan, donc à l'est de Tel Aviv. Information, Christopher Barrault, là on parle information qui nous vient des renseignements israéliens. Le chef d'état-major iranien, peut-être le nouveau, le dernier, qui aurait pris la fuite, c'est ça? Oui, qui aurait pris la fuite, c'est ce qu'affirme la 12e chaîne israélienne qui cite le chef des renseignements militaires israéliens qui affirme qu'il y a eu des frappes, notamment dans les montagnes. C'est Shlomi Bender, donc chef des renseignements militaires israéliens, qui parle d'avoir frappé les forces Quds, que 30 commandants auraient été éliminés, que dans la liste des noms qui sera publiée, d'après le chef militaire, on parle de chef d'état-major ou de commandant de l'armée de l'air israélienne. On parlait tout à l'heure de cette armée de l'air iranienne, pardon, évidemment. Armée de l'air iranienne décimée, on le disait tout à l'heure. Alors on ne sait pas si c'est le chef d'état-major iranien qui a été éliminé ou un chef d'état-major régional. Ça reste à confirmer, mais en tout cas voilà les frappes israéliennes qui se poursuivent contre les cadres du régime, contre les cadres militaires des gardiens de la révolution qui se poursuivent même dans les montagnes, avec cette nouvelle déclaration d'Israël Katz, le ministre israélien de la Défense, qui renouvelle son appel à l'élimination a priori d'Ali de Khamenei, qui le recompare encore une fois à un Hitler des temps modernes et qu'Israël ne se laissera pas faire. Ouais, ça en dit loin. 2 fois en un jour, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Puisque avant de la fin de cette
cette édition. C'est important, un autre aspect qu'on n'a pas évoqué, mais c'est parce que le monde observe évidemment ce qui se passe et la région, bien cette guerre, elle fait les affaires de pas mal de monde. Les Saoudiens apparemment ne sont pas mécontents de ce qu'est en train de faire Israël à son rival iranien, puisqu'on sait que l'Iran chiite est l'un des adversaires régionaux de l'Arabie Saoudite sunnite. Oui, ça c'est ce qu'affirment des sources, une source saoudienne proche du pouvoir qui s'est exprimée à la rédaction d'i24 News et qui semble indiquer que même si publiquement les Saoudiens condamnent ce qu'ils qualifient d'agression israélienne sur l'Iran, en privé ils se réjouiraient de cette situation avec même cette déclaration: quiconque dans la région qui fait partie de la partie sunnite est contre l'Iran et voit le régime islamique comme une grande menace. Ça c'est donc une source saoudienne proche du pouvoir royal qui aurait déclaré cela donc à la rédaction d'i24 News. C'est vrai que même s'il y a un apaisement des relations aujourd'hui entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, vous l'avez dit, ce sont de grands rivaux dans la région. On le voit au Yémen, l'Arabie Saoudite a combattu les terroristes houthis soutenus par l'Iran, et même en Syrie, l'Arabie Saoudite soutenait les rebelles syriens quand l'Iran soutenait Bachar al-Assad. On a donc une rivalité très claire entre ces deux, même si depuis quelques années il y a une normalisation entre guillemets des relations saoudo-iraniennes. C'est ça, André Ravensapir, les Saoudiens qui ne sont pas dupes des ambitions de l'Iran quand même sur le long terme pour la région et qui forcément se réjouissent de voir leur rival affaibli, d'ailleurs assez considérablement, pas seulement avec cette guerre, mais depuis aussi l'affaiblissement du Hezbollah, du Hamas, des Houthis dans une moindre mesure. Oui, alors l'inimitié entre Riyad et Téhéran n'est pas à remettre en cause, mais ces derniers temps tout de même, on a pu constater qu'il y avait un processus de réconciliation plus ou moins hypocrite, mais tout de même entre les deux pays. D'ailleurs sous l'égide de la Chine, vous vous en souvenez, il y a quelques années, lorsque l'Arabie Saoudite et l'Iran ont en fait rétabli leur relation diplomatique, sous le parrainage assez surprenant de Pékin. Depuis, il y a des relations assez cordiales, il faut le dire, entre ces deux puissances régionales. Et même si l'Arabie Saoudite se réjouit forcément de voir le régime des mollahs affaibli à ce point, elle voyait d'un assez mauvais œil la guerre, en tout cas au début, puisque l'Arabie Saoudite semblait considérer qu'une guerre allait entraîner la région vers une déstabilisation qui ne correspondrait pas forcément à ses intérêts bien compris. Donc il n'y a pas eu d'enthousiasme démesuré du côté de l'Arabie Saoudite, d'autant plus que cette réconciliation israélo-saoudienne dont on a très longuement parlé ces derniers temps, elle semblait s'éloigner à pas de géant. Maintenant, si la guerre aboutit à la chute du régime des mollahs à Téhéran, ce sera un bouleversement extraordinaire et positif dans toute la région, et là ça pourrait peut-être effectivement avec ou sans État palestinien. Pardon ? Avec ou sans État palestinien. Ou de perspective d'État palestinien. Ça pourrait donc favoriser un rapprochement israélo-saoudien, mais il y a une grande différence entre un État palestinien et une perspective d'État palestinien, en tout cas un processus qui pourrait impliquer la bande de Gaza, avec un pouvoir alternatif à celui du Hamas dans la bande de Gaza, qui impliquerait une autorité palestinienne plus ou moins réformée et qui serait soutenue, en tout cas financièrement, par les pays qui ont les moyens de soutenir ce genre d'évolution, à savoir les riches États arabes du Golfe, notamment les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Donc tout cela pourrait avoir des conséquences effectivement crucial sur les rapports de force dans la région. Donc l'Arabie Saoudite se réjouit forcément de ce qui est en train de se passer, même si elle avait tout de même, il faut l'avouer, une certaine inquiétude. Voilà, en tout cas, il est encore un petit peu tôt pour y voir clair de ce côté-là et les suites pour les accords d'Abraham. Merci beaucoup, Dror Ravensapir, Christopher Barola. On va refaire un dernier passage par l'hôpital Soroka, puisque c'est le fait du jour. Stéphane Goldin, rebonjour, notre envoyé spécial à l'hôpital, le grand hôpital du sud d'Israël. Impact direct ce matin, Israël qui dénonce un crime de guerre, un de plus de l'Iran. Il a fallu, une fois encore, un miracle pour éviter une catastrophe côté bilan humain. C'est surtout des dégâts matériels. Oui, David, un véritable miracle, parce que le missile balistique est tombé franchement dans le bâtiment, l'ancien bâtiment de la chirurgie ici à l'hôpital Soroka, qui avait été évacué dans le fond il y a exactement 2 jours. Pourquoi évacué? Parce que tout simplement ce bâtiment doit être rénové et tous les patients avaient été dispatchés dans d'autres endroits. Toujours est-il que la grande chance aussi, c'est que dès qu'il y a eu l'alerte au petit matin, l'ensemble des patients, du personnel hospitalier a directement été à l'abri, ce qui a sauvé énormément
énormément de gens. Il y a eu quelques blessés qui sont liés plutôt à l'onde de choc, donc ce sont des blessés légers. Mais il faut savoir qu'il y a eu ce missile balistique qui a franchement fracassé l'ensemble de ce bâtiment. Il y a des morceaux de verre un petit peu partout. Et pour le moment, en tout cas, le personnel de l'hôpital d'abord nettoie cet hôpital, premièrement. Deuxièmement, fait un état des lieux pour savoir quels sont les services qui vont pouvoir reprendre le plus rapidement possible leur proposition au public. Et tout le monde attend de voir comment les choses vont évoluer. Il faut savoir que cet hôpital est le deuxième hôpital le plus grand en Israël. C'est une ville dans une ville au sein de Beersheba. Et même le maire de Rahat, qui est un maire d'origine bédouine, avec une population bédouine, a dit clairement que pour lui, c'était franchement un désastre et qu'on n'avait pas le droit de taper comme ça dans de la population civile. Il faut savoir qu'ici, à Beersheba, autour de l'hôpital, ce ne sont que des civils. Et donc, c'est encore une fois un crime contre l'humanité. Voilà, faut-il rappeler qu'en Israël, on soigne tout le monde, hein, quelle que soit l'appartenance ethnique ou religieuse. Merci beaucoup Stéphane Goldin depuis Beersheba et l'hôpital Soroka qui a été impacté donc par un missile iranien ce matin. Merci à tous d'avoir été avec nous, d'avoir suivi durant ces 2 heures d'édition spéciale. Merci Torarin Sapir, Christopher Barolin. Tout à l'heure, c'est Myri Maman qui suivra donc pour vous l'actualité Israël-Iran. Très bonne soirée sur YouTube.